Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, oui, en direct, à la radio, à la télévision. Ça fait un petit moment qu'on ne l'ait pas vu sur les ondes hertziennes, celle de la télévision ou celle de la radio. C'est Mahmoud Aziari, il est avec nous. Mahmoud, bonjour. Bonjour. Comment ça va? C'est la question que j'avais envie de vous poser. Ouais. Comment ça va? Ça va bien. Merci. Au revoir, Mahmoud Aziari. D'accord. Non, sincèrement, parce que vous faites quoi de vos journées maintenant que vous n'êtes plus directeur de la CIM? Je vois que vous êtes en train de... Il y a 3 catégories de chômeurs. Il y a les chômeurs d'État. Et on a créé à Mayotte une catégorie qui s'appelle le chômeur de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui vous met au chômage avec l'aide de quelques élus qui ont fait vœu de servilité au niveau de l'État. Ça vous donne un chômeur de l'État. Alors vous qui avez une activité avant d'être chômeur donc de l'État, pour reprendre vos propos, qui avez une activité tout le temps débordante, sincèrement, vous faites quoi de vos journées aujourd'hui? Vous êtes indiscret quand même. Hein? Vous êtes indiscret. Bah oui, je chôme. Je chôme. Vous chômez. Je chôme. Alors, on nous dit que vous êtes en train d'écrire un livre. Un faux ou un tox? Un fox. Excellent. Un fox. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Hier, on recevait Ariti Abdoulaye. Vous avez forcément suivi l'actualité. Mahmoud Aziari. Il expliquait clairement que il déconseillait aux gens de patrouiller, de faire partie de ces ou de démissionner du COSEM en disant attention, ça va se retourner contre vous. Votre sentiment, vous, là-dessus? Je sais que vous y êtes sensible à ça. Non, mais c'est pas que le sentiment d'Abdoulaye que je connais bien. Il fait partie de la patrouille Amtsapéré. Et moi, je me souviens. Il a renoncé maintenant. Oui, mais les premières réunions auxquelles moi j'ai participé, je peux vous dire que beaucoup de participants à cette réunion, pourtant on avait besoin de monde. Il me disait non mais toi Mahmoud, il vaut mieux que tu viennes pas parce que puisqu'on te cherche, ce sera l'occasion là de trouver le moyen de mettre la main sur toi, ou peut-être qu'un indique de la police sera chargé de te chercher spécialement et de te poignarder. J'ai déjà eu quand même la visite de quelqu'un armé d'un couteau. Donc les gens me disaient réellement ne viens pas. Du coup, moi, j'ai pas participé à toutes les rondes, mais j'ai participé à quelques-unes, mais en faisant attention. Alors, est-ce que c'est dangereux ou pas? Est-ce qu'il faut continuer ces rondes ou pas? Mais ça, c'est juste... Il a pris un enferme, quand même. Oui, il a pris un enferme, mais je peux vous dire que dans son histoire, ça pue la machination. Mais comme dans des tas d'autres, ça pue la machination. Il faut quand même voir que dans son histoire, d'abord, remonte à septembre 2014, oui. On est septembre 2015. Donc pour une petite affaire de vol d'ordinateur, on va me dire qu'il y a eu une enquête qui a duré 1 an, mais on a enquêté sur quoi pendant 1 an? Ok. La deuxième chose que j'ai compris, que c'est une action publique, il n'y a pas eu de plainte, et que même le gamin censé avoir été séquestré, sa mère, tout ça, personne n'a porté plainte, ne sont même pas portés partie civile. Ce n'est qu'une action venant de c'est le procureur qui s'est saisi. Donc c'est une action publique sans partie civile, sans plainte. Et c'est au bout d'1 an qu'il y a un jugement pour dire qu'il va prendre 1 an ferme. Je peux vous dire que le gendarme qui a cassé l'œil au petit Nassur et qu'il avait abandonné sur cette plage un enfant de 9 ans. Il lui a cassé l'œil, il l'a abandonné sur cette plage, il est allé rigoler avec ses copains. Il n'a pas pris 1 jour de prison ferme. Et voilà. Maintenant, il faut savoir, parce que j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion parfaite entre ces corps de l'État, justice, police, gendarmerie et même préfecture, avec la réalité de la population. Aujourd'hui, on vous vole. Quand vous découvrez le cambriolage, tout de suite après, vous appelez la police. En général, vous savez ce que font les cambrioleurs? S'ils ne le savent pas, je le dis, il faut qu'ils m'écoutent. Ils n'ont pas le temps d'amener tout le matériel, parce qu'ils n'ont pas de véhicule, etc. Ils les cachent aux abords, dans les maisons abandonnées, sous les arbres, sous les cocotiers, etc. Et ils viennent les chercher après. Parce qu'ils ne peuvent pas les transporter sur leurs épaules en pleine journée. Donc tout le monde le sait. Quand vous appelez la police pour leur dire de vous aider à chercher un peu, ils refusent. Et si vous y allez, vous tombez dans un coupe-gorge. Ok, donc que font les gens aujourd'hui? Ils font leur propre petite enquête et ils vont chercher leur matériel. Tout le monde fait ça. Et Abdoulaye n'a fait que faire comme ça.
se renseigner, ouais, qui a vous, pu voler. Vous et aller faites un chercher. résumé de la situation qui me semble un peu éloigné de la réalité. Et, Allons-y pour les réalités. il est accusé en tout cas d'enlèvement et de séquestration. Là, on n'est pas dans le cadre où on est chez soi, il y a quelqu'un qui rentre et on est en légitime défense, on l'attrape, on le cintre et on appelle la police. On va le chercher chez lui, on le met dans le coffre de la voiture et on l'enferme pendant 7 heures. L'histoire elle est un peu différente, Mahmoud. Alors, moi, effectivement, moi j'ai pas les détails. Peut-être que la justice a tous ces détails-là. Ouais. Ce que je suis seulement en train de dire, c'est que la pratique, après, c'est une question de combien de temps vous questionnez, vous cherchez à récupérer vos affaires. Ouais. Les gens, ce qu'ils font en général, ils vont chez un premier quand ils savent pas. Ils vont d'abord chez un premier et oh non, je sais pas moi. Et au deuxième, etc. Et puis, à la fin, ils finissent par trouver celui qui l'a. Mais pour sortir le matériel, ça se passe pas toujours comme ça, genre, ah d'accord, vous avez su que c'est moi, je vais le donner. En général, il faut pousser, menacer le père, la mère, etc. Amener des gens du village, 5-10 personnes. Et le gars finit par sortir le matériel. Et c'est comme ça que ça se passe. Quelle solution vous préconisez, vous ? Vous qui avez fait partie de ces patrouilles, vous qui faites partie effectivement de ce collectif du côté de Msapéré, quelle solution vous proposez clairement ? Non, mais c'est à l'État de proposer une solution. Est-ce que vous en proposez pas ? C'est l'État qui n'arrête pas de dire la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et il faut que les gens de l'État y participent, mais il faut aussi que la population participe. Alors, chaque fois, l'État nous bassine avec ça. Il faut que l'État maintenant précise qu'est-ce que l'État souhaite que la population fasse pour aider. On a le sentiment que la préfecture est en train de bouger. Là, on voit la directrice de cabinet. Non, en tout cas, il n'y a plus le sentiment d'insécurité. À la préfecture, c'est mythomanie parfaite. C'est carrément une équipe de mythomanes. Pourquoi vous dites ça ? Avant, c'était Jacques Witowski qui disait qu'il y a un sentiment d'insécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'insécurité, mais les Mahorais ont le sentiment d'être en insécurité. Aujourd'hui, on voit à l'aide de plusieurs reportages, on voit la directrice de cabinet du préfet être partout, Saskia Hutch, ok ? Et ça donne, c'est pour donner un sentiment de sécurité. Donc on est passé au sentiment d'insécurité, au sentiment de sécurité, mais les choses restent les mêmes. La police, la justice, la gendarmerie, on s'en sert pour humilier des gens, Daniel Zaidani, moi, Abdillah Hariti, etc. Mais quand il faut faire des choses sérieuses, ils ne le font pas. Un exemple pour terminer, je ne sais pas combien de temps on a, mais je vous dis, à la mosquée de Doujani, quand ces prétendus salafistes voulaient prendre la mosquée, et Dieu sait combien ils sont dangereux, avec tous les problèmes d'urbanisme mal foutu de Mayotte, qui constituent aujourd'hui la vraie menace de demain. Parce qu'à côté des cambriolages et des machins, ce qu'on va avoir demain avec cet urbanisme sauvage et les menaces de santé publique qu'il va avoir, on regrettera même, on va regretter ce qui se passe aujourd'hui, tellement ça sera dangereux. Et quand on est allé voir la police, parce qu'on voulait dégager ces gens qui sont dangereux, qui véhiculent une idéologie très dangereuse, on va aller voir, la police a donné comme instruction de ne surtout pas aller là-bas. Surtout que la police n'aille pas à un endroit où on voulait dégager des gens qui pouvaient être dangereux parce que les lois interdisent effectivement aux forces de l'ordre de s'intéresser aux différentes religions et de s'immiscer dans la religion. Mais bien sûr. Séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs, bien sûr. Mais quand on vous démontre que des gens venus d'ailleurs viennent occuper une mosquée chez vous et que ça peut être dangereux, qu'ils véhiculent des choses dangereuses, vous dites ok, c'est la liberté de religion. Mais quelques semaines après, c'est cette même façon de voir les choses qui a fait les massacres de Charlie Hebdo. Ok ? Et après, on a dit la loi, on va surveiller les prêches, on va surveiller. Mais qu'est-ce qu'on faisait ? C'était d'empêcher des prêches dangereuses à cette mosquée-là. Après, on a voulu oui, mais il faut penser à la loi. Ok ? Oui, il faut empêcher ça. Mais ce jour-là, on a même empêché la police de nous protéger, nous qui allions les sortir. Mais quelques semaines plus tard, la police a été dépêchée, mais en force, pour aller protéger le logement. Parce qu'on veut protéger l'intérêt de Vincent Liétard, la police était là. Et quand je suis arrivé en leur donnant quelle instruction vous avez, personne n'a voulu me répondre. Personne. Parce qu'ils n'avaient aucune raison d'être dans une propriété, dans la propriété d'une société de droit privé. Aucune raison d'être là. Ils ont été dépêchés là parce qu'ils voulaient, pour le coup là, défendre l'intérêt d'une personne qui relève d'un certain cercle qui leur plaît. C'est ça ce qu'ils font. Ils ne font pas les choses sérieuses, ils font les choses juste entre eux pour défendre des intérêts complètement stupides, mais quand c'est sérieux, ils ne sont pas là.
Flo, une réaction? Oui, puisqu'on parlait au départ de l'affaire d'Ariti qui a été condamné à 1 an ferme. Vous évoquez le mot machination. Machination de quoi? De qui? C'est quoi l'intérêt de descendre Ariti? Ça, je pense que Abdoulaye le sait très bien. Il veut pas en parler. Parce qu'il a son affaire qui est en cours. Par contre, vous pouvez peut-être en parler si vous avez des informations. Mais moi, je vous donne seulement. Moi, ça fait longtemps que j'ai compris qu'à Mayotte, il y a un certain cercle que vous retrouvez dans la justice, dans la gendarmerie, dans la police. Et chaque fois qu'on veut abattre quelqu'un, la machine est mise en route. Enfin, je pense que la population de Mayotte sait que je suis assez bien placé. Mais il n'y a pas un peu de paranoïa dans tout ça, Mahmoud Aziari? À vous entendre, il y a toujours des machinations contre un tel. Il n'y a pas un peu de paranoïa là-dedans? Écoutez... Tu vois, je me permets de poser la question, peut-être qu'elle est un peu crue, mais... Écoutez, allez demander à la population son sentiment. Quand moi, on m'a envoyé 4 voitures avec 15 policiers pour venir me chercher, quand dans les derniers, on va le chercher à 4h du matin. Mais Abdoulaye Ariti, 1 an de prison ferme. 1 an, 365 jours. A croulé parce qu'il a voulu récupérer un ordinateur dans lequel il y avait des données importantes pour lui. Vous vous souvenez de l'affaire Ali Mohamed? Le gars, il a été condamné, il a passé 28 jours en prison pour, paraît-il, une corruption de 5 000 euros. 5 000. 28 jours de prison. À la sortie de là, il a fait une attaque, un AVC, il a failli en mourir. Et aujourd'hui, Ali Mohamed a perdu beaucoup de ses moyens physiques et intellectuels. Et tout ça a commencé par quoi? Par une affaire de 5 000 euros. Les Mahorais sont souvent corrompus, des gens très corrompus pour 2 000, 5 000 euros. On en connaît d'autres qui sont corrompus, qui corrompent des élus, etc. pour 200 000, 400 000, parfois 1 million, parfois 1 500 000, parfois avec l'aide de certains juges. Mais ceux-là, eux, sont clean. Mahmoud Aziari, on sait que vous êtes... que la religion a beaucoup d'importance pour vous. Est-ce que ces derniers temps, ces derniers mois, voire ces dernières semaines, vous avez senti du changement dans ce qu'on a appelé à un moment donné la radicalisation de certaines personnes? Parce que c'est vrai que dans les médias on n'en parle plus, je parle à l'échelle locale, mahoraise, on n'en parle plus. Vous, sur le terrain, est-ce que vous avez senti du changement ou pas? Non, mais ça, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas souvent, mais c'est devenu très dangereux à Mayotte. Si vous voyez... C'est pire qu'avant ou pas? Ah oui, mais c'est bien pire. Les nombres de mosquées qu'on ne maîtrise pas, d'imams qu'on ne maîtrise pas, le nombre de prêches sauvages, dangereuses, le nombre de prétendus fondis dans des quartiers qui s'enrichissent, qui escroquent les gens, qui disent même aux gens que la religion de type soufi, sunnite soufi qu'on pratique à Mayotte est complètement fausse et qu'il faut aller vers la vraie religion, c'est-à-dire quelque chose de très dur, de très radical. On a attiré l'attention sur ça parce que beaucoup de gens sont escroqués, beaucoup de gens sont menacés, beaucoup de gens ont peur. Et ce que j'ai dit simplement, c'est que des gens comme Boko Haram, les Chebabs, etc., les Chebabs arrivent souvent jusqu'à Nairobi, qu'ils fassent le saut jusqu'à Mayotte, jusqu'au Comores, jusqu'à Mayotte, n'est pas quelque chose complètement à éliminer de l'esprit. Et qu'il faut faire attention à ça. Ils ne veulent pas, ce qu'on a fait à Mzapere, c'est de prévoir de faire une fédération des associations qui gèrent ces mosquées, de contrôler tous ces gens qui enseignent dans ces madrasas pour savoir où eux-mêmes ont appris la religion, où eux-mêmes ont été formés, s'ils ont des diplômes, et puis inviter les gens à faire de même et à chasser dans des villages tous ces prétendus fondis qui sont en réalité des escrocs qui prennent beaucoup d'argent aux gens, qui menacent des gens et qui répandent la peur, tout ça au nom de Dieu. Vous savez, mais attendez, parce que pour tous ceux qui ne sont pas forcément extrêmement pratiquants, il y a beaucoup de musulmans, mais tout le monde n'est pas extrêmement pratiquant. Est-ce qu'il y a une vraie raison d'avoir peur? Vous avez utilisé le mot peur, Mahmoud Aziari. Mais bien sûr, vous savez, même les gens qui lisent les histoires, ce qu'on appelle les hadiths du prophète Mohammed, mais vous disent, lui-même, quand il sentait que, bien entendu, la mort approchait, etc., a dit, attention, dans cette religion, il faut des savants.
beaucoup de gens ne le savent pas, mais dans la religion musulmane, il y a de très grands savants. Il y en a qu'on connaît à Averroès, ou qu'on parle à Averroès, à Avicenne, des noms comme ça, de très grands savants qui ont été de grandes religions. Mais dans la religion elle-même, beaucoup d'imams, l'imam Shafi, tout ça, sont des grands savants. Des gens qui faisaient beaucoup de recherches. C'est pas du n'importe quoi. Donc, on attirait déjà l'attention que dans cette religion, il faut avoir des savants, des gens qui sont capables d'analyser, de comprendre et d'expliquer. Et parce que la menace, la plus grosse menace dans cette religion, c'est quand les ignorants prendront le pouvoir. C'est quand ce seront les ignorants qui vont expliquer. Et quand vous laissez des ignorants ouvrir des madrasas partout, c'est une vraie menace pour la religion, pour la communauté. Mais ça, c'est le prophète lui-même l'avait déjà expliqué en son temps. Sous forme de conclusion, Mahmoud Aziari, c'est terminé le temps de parole. Quel message vous avez envie de faire passer à nos élus, à nos autorités, à l'État ? Mais je pense que j'ai peur que mon message soit parfaitement inutile, parce que on est dans un endroit où l'État est composé de gens qui ne pensent qu'à leur carrière et qui la plupart du temps sont d'une nullité absolue. Beaucoup d'élus s'accrochent à une certaine servilité, me faisant penser que c'est la mendicité qui prévaut aujourd'hui, et c'est difficile. Mais je vous dis que le développement d'un pays est l'instrument pour lutter contre toutes ces menaces d'agression, etc. Pensez seulement que quand vous aménagez, vous faites des quartiers neufs, vous faites des écoles, vous mettez les gens à l'école, vous les formez bien, et dans ces aménagements, vous prévoyez les éclairages, vous éliminez les coupes-gorges, vous faites de l'urbanisme. Alors, vous vous développez. Mais ce qui se passe aujourd'hui fait que Mayotte est dans une voie terrible de sous-développement, parce que la misère, d'abord amenée par l'immigration, et la misère même des Mahorais face à une vie chère, et constitue les germes d'un vrai sous-développement. Et qui dit sous-développement dit le terreau de toutes ces délinquances, ces agressions, ces misères. Et c'est les gens qui souffrent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se réfugient dans la religion, et quand ils se réfugient dans la religion, ils sont facilement attirés par ceux qui les embrigadent dans une doctrine qui elle-même se retourne contre la société. Merci Mahmoud Aziari d'avoir répondu à nos questions. Votre message est clair, on l'a bien compris. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.